Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast le plus terroir, on peut le dire Cyril, vous m'avez déjà reconnu, je suis le roi des paysans, parlons franc, Florian Dillenseguer, votre humble serviteur et mon ami Cyril, le roi de la ripaille, le grognard de la ripaille. On est là pour notre deuxième podcast, les moyens techniques sont au maximum. Il s'agit d'avoir un trépied cassé, on peut dire. Il y a eu beaucoup de colle, beaucoup de scotch, beaucoup de moyens de type mal qui ont été mis en place, mais on arrive à faire à peu près quelque chose de... Pourtant, on est là, dans un très bel endroit, vous voyez le décor. On est au domaine qui monte à Strasbourg. Merci beaucoup de nous accueillir. Un endroit magnifique, on vous le conseille si vous êtes du coin ou pas. Touristes, ne vous abstenez pas. Ouais, si vous êtes dans l'agglomération strasbourgeoise, il faut absolument aller au domaine qui monte. C'est pour moi le meilleur caviste de la ville, c'est un copain. Donc voilà, si vous êtes dans les parages, allez-y et vous serez très très bien reçus. Et c'est pas juste parce que c'est mon pote, c'est aussi, vous allez voir les notes sur Google et vous verrez qu'il sait faire son travail. C'est un peu très bien. C'est un peu le zizou des cavistes, comme on dit encore. Bon, on commence sans plus tarder. Vas-y. Dans ce podcast, qu'est-ce qui va se passer? On va parler de terroir, beaucoup de terroir. On va parler de notre enfance à la campagne aussi. On va parler des petits métiers qui nous font plaisir. On a des anecdotes incroyables. Mais bon, sans plus attendre, les actualités. Cyril, en ce moment, tu fais le tour de France là, des vignobles. T'es tout le temps en vacances? En vacances, je dis ça, il travaille quand même. T'es tout le temps en voyage. Alors, on a l'impression que je suis en vacances, je mange beaucoup, je bois beaucoup, mais malheureusement, c'est pas les vacances. Donc, j'ai été dans le Bordelais. J'ai été invité par le château Smith-au-Lafitte, qui est un beau château dans le Bordelais. Et là, vraiment, on voit vraiment toute la puissance du vignoble bordelais, parce qu'il y a un énorme château au milieu, 80 hectares, je crois 80 hectares de vignes autour. Magnifique, ils travaillent en bio depuis des années, donc ils sont un peu en dehors de ce qu'on peut dire actuellement de négatif sur le Bordelais. Mais en tout cas, très très beau voyage. Et après, j'ai fait aussi la Bourgogne pendant 3 jours, où là, c'était absolument impeccable. C'est beau la Bourgogne. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ça ressemble un peu à chez nous. Ça ressemble beaucoup à l'Alsace. Ouais. Je trouve que la route des vins bourguignonne et alsacienne, il y a vraiment beaucoup de points en commun. Ouais. Il y a cet aspect vallonné, château fort à gogo. Ouais. J'adore. Je pense qu'on en a plus. Je pense qu'on en a plus aussi. On va pas tout de suite commencer Alsace, sur le chauvinisme. Alsace, terre de châteaux forts, qu'on se dise. Ils sont incroyables, mais en Bourgogne aussi, il y en a. J'ai vu des très beaux châteaux. J'étais dans le Mâconnais, moi, plutôt. Ouais. Très, très beaux souvenirs. Mais ils ont plus des châteaux de plaine. Nous, ils ont été beaucoup détruits. Nous, on a des châteaux forts de grosses brutes dans les montagnes où il faut carapater. Style Königsbourg, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi très, très beau. C'est un peu vallonné. Ils ont aussi du pinot noir, mais ils diront que c'est quand même eux qui font le meilleur vin. Pour l'instant, j'en laisse leur bénéfice du doute. Je pense que sur le pinot noir, en tout cas, j'en laisse largement. Sur les blancs, je ne suis pas certain. Ah, bon. Mais bon, ça, c'est un débat. C'est un vrai débat. Qu'un bourguignon vienne à ma table et me prouve le contraire. C'est un peu plus cher, en tout cas. Mais en tout cas, ça c'est plus cher, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais non, donc le vignoble bourguignon magnifique. Et j'ai pas fait que le vignoble, puisque je suis allé voir les moutarderies, les anis de Flavigny, donc c'est des petits bonbons d'abbaye. C'est magnifique. Ouais. Tu connais ça? Ouais, j'aime. Je connaissais pas avant. Moi, je suis un amoureux des boissons anisées, donc autant vous dire que les boissons, enfin les anis de Flavigny. Les anis de Flavigny. C'est très bon. D'abbaye. Encore un lien avec les abbayes. J'avais fait l'abbaye du Barou il y a un mois, donc non, il y a même 2 mois maintenant, près de Carpentras. Donc t'as une très belle vie. T'as une vie à base de vignobles, d'abbayes et j'ai fait l'AOC Ventoux, j'ai fait le Bourgogne, j'ai fait le Bordelais et je vis sur la route des vins alsacienne. Donc ma vie en ce moment est orientée vers le vin. Donc, pourtant, il n'est pas obèse, sachez-le. non, je garde le week-end et sinon au boulot parce qu'il faut quand même bien tester les choses. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en Bourgogne, j'ai fait un peu de crément, j'ai fait un château chez Prosper Maufoux, là, qui était un petit domaine. Prosper Maufoux. Prosper Maufoux, ouais. Putain, mais ça, c'est un prénom de potion magique. Tiens, je sais pas, du Prosper Maufoux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vieux sorcier qui sort d'une forêt quand je me balade. Non, mais. C'est Prosper Maufoux. Et tu bois ça et t'as des muscles qui poussent, quoi. C'est vrai. Non, on a fait une dégustation là. C'est déjà un grand domaine bourguignon. Donc, très, très bien. Et donc, voilà. J'ai vu 9 acteurs de la gastronomie locale en Bourgogne. C'est vraiment, je trouve, une des destinations qui est sous-cotée en France. Il y a beaucoup de gens qui vont en Bourgogne pour aller voir les différents vins, évidemment. Mais ceux qui ne sont pas intéressés par le vin, je trouve, vont rarement en Bourgogne. Comme dans le Jura où tu es allé il n'y a pas longtemps aussi. Moi je suis allé dans le Jura. Je trouve que c'est des régions
finalement qui sont moins sexy parce qu'il n'y a pas la mer, voilà. Ouais. Et en fait, c'est vraiment absolument magnifique. Et même pour la gastronomie, c'est exceptionnel. Là, c'est vrai que les Bourguignons, ils ont vraiment, pour moi, une des meilleures gastronomies en France. Vraiment. Parce qu'il y avait des vins, de la charcuterie, des fromages. Il y a tout. Avis négatif, moi j'en ai un peu plein le cul des planchettes charcuterie fromage. J'en ai beaucoup trop fait dans ma vie. Ouais. Et je commence à en avoir vraiment marre. Quoi. Non, mais je veux dire. J'en mange chaud avec plaisir. Mais ils ont des plats. tu me sors un truc juste charcuterie fromage. Non, mais parce qu'en fait, je regarde souvent les régions, j'essaie de les analyser en me disant, est-ce qu'ils ont du fromage, est-ce qu'ils ont de la charcute, est-ce qu'ils ont du vin, est-ce qu'ils ont des gros plats. C'est minimum, je suis d'accord que c'est vraiment le minimum, il faut avoir ça. Si te manque un truc, déjà, tu peux pas être... Tu vois, en Alsace, on est bon en pinard. On a la Triforce, on a le pinard, le vin, enfin le pinard, le fromage et la charcuterie, donc ça va. Fromage moyen. On a un. Fromage, on a un et on le fait. Les Auvergnats, ils nous mettent 12-0. Même les Bourguignons, ils nous mettent. Surtout les Francs-Comtois. C'est les Francs-Comtois les plus forts en France pour le fromage, c'est les Francs-Comtois. C'est l'Auvergne. Ouais, l'Auvergne. L'Auvergne, c'est large au-dessus. Déjà, il y a le Saint-Nectaire. À partir du moment où tu poses un Saint-Nectaire. Parce que tu abandonnes le Saint-Nectaire, Saint-Nectaire, c'est pas si fou que ça. Hein. C'est vrai, on en avait déjà parlé. Ouais. Et on va pas se battre tout de suite. On va pas se battre tout de suite, mais Saint-Nectaire, pas si fou. Raconte-moi ton actualité avant qu'on se batte. Mon actualité, on parlait du Jura. J'ai carapaté ces derniers temps. J'ai fait le pèlerinage de Chartres. Ouais. Où j'ai souffert, beaucoup souffert. Il paraît que c'était très très dur. À la fin, mes genoux faisaient... Il est des genoux d'une femme de 70 ans, d'une vieille femme qui a baroudé dans... Je sais pas pourquoi je dis femme, mais j'imagine dans le corps du vieil. Je dis, tiens, je suis vraiment une vieille de 70 ans, je souffre. Je suis une vieille personne. Pourquoi c'est si dur? C'est si dur parce que finalement, c'était que 105 km en 3 jours. Ouais. C'est pas dégueulasse quand même, de rien. Ouais. Et c'est compliqué parce que tu ne marches pas à ton rythme. C'est une colonne de 20 000 personnes. Donc souvent, tu es amené à piétiner. Tu as malheureusement beaucoup de bitume. Et moi, j'ai rendu mes genoux au rugby. C'est ainsi que va la vie. Certains déposent leur maillot, les grands joueurs. Moi, j'ai déposé mes genoux, simplement, les deux. En tant que petit joueur. Ok. Et j'ai beaucoup de mal sur le bitume. Et beaucoup de bitume pendant le pèlerinage de Chartres. Et ça m'a fusillé les genoux. J'étais vraiment dans la douleur, dans la souffrance. Et dur aussi parce qu'il a fait un petit peu chaud quand même. Mais non, c'est vraiment le côté je piétine, j'avance pas à mon rythme. Et surtout, tu commences à 6h du matin et tu finis à 9h du soir. Donc l'effort, il est vraiment étalé sur plus de 10 heures. Et ça, c'est très compliqué. C'est pas du tout la même chose que de faire du sport intensément ou de faire une grosse marche sur 3 heures. C'est vraiment le côté, je marche pendant 10 heures. Ça, c'est très dur. Et j'étais aussi dans le Jura. J'étais en randonnée 3 jours en Jura, magnifique. Attends, reste sur Chartres parce que ça m'intéresse. Parce que en dehors d'une colonne de 20 000 personnes qui fait 100 bornes en 3 jours, pour moi déjà c'est l'armée napoléonienne Il y a un petit peu de ça, surtout qu'il y a des étendards, des drapeaux français, tous ces drapeaux-là, c'était quelque chose de le but de ce pèlerinage, ce que tu as ressenti, si tu as des gens qui t'ont rencontré. J'ai beaucoup de gens qui m'ont rencontré et que je salue, vous avez été nombreux à me dire bonjour, à prendre une photo, ça m'a fait très plaisir. Beaucoup aussi que j'ai vu, tu sais, qui te regardent un peu comme ça, mais ils osent pas trop. Je l'ai déjà vu quelque part. T'avais le béret ou pas? J'avais le béret. Pas la salopette? J'avais le béret, j'avais pas la salopette parce que marcher à 40 bornes avec une salopette, j'ai mes limites. Hein, voilà. Et non, pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis catholique et j'avais envie de me mettre au défi, mettre son corps et mettre sa foi au défi. Je savais que ça allait être de la souffrance, mais je l'ai vraiment pris petit joueur. J'y suis allé avec mon courage et mon couteau, comme on dit. Et j'étais vraiment sous-équipé. J'ai privilégié emmener des pâtés et des saucissons plutôt qu'emmener un kawaii ou emmener une couverture. Ce genre de truc comme ça, je me suis dit, ça va être la cool. T'es venu en rando, quoi. Je suis venu en rando, quoi. Je peux dire que c'est pas la rando. Le pèlerinage, c'est très physique, ça te met à l'épreuve. Pas physique au sens où tu fais des trucs de fou, mais comme dit, t'étales l'effort sur 3 jours. On m'a dit que justement, là, des fois de piétiner, des fois, en fait, tu dois, si je me trompe pas, tu dois être derrière ta bannière. Oui, c'est ça. Et peu importe où elle est, il faut que tu sois derrière. Donc des fois, tu accélères, des fois, tu piétines. Et tu piétines, tu accélères, il n'y a pas de rythme. Il y a un faux rythme, et ça c'est compliqué à suivre. C'est pas facile, ou du moins peut-être faut avoir l'habitude. En tout cas, c'était mon premier pèlerinage. Je voulais le faire parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait. On était 20 000 cette année, et c'est très très jeune. Je te dis, toi, j'étais un des plus vieux, la moyenne d'âge, elle est de 21 ans, je crois. Ah ouais? Mais oui, c'est un truc de fou. Okay. Un nombre de jeunes qui est incroyable. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, allez, je vais quand même le faire, bordel. Parce que dans mon chapitre à moi, donc les groupes, on appelle ça des chapitres, et dans mon chapitre à moi, il y avait une petite de 14 ans qui faisait ça sans broncher. Je me suis dit, attends.
C'est une gosse de 14 ans qui le fait et moi je fais j'ai mal. Je dis, c'est bon, respecte-toi garçon, t'as de l'ego, faut y aller quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, pour toutes ces raisons-là, se mettre un peu au défi. Okay. Mettre sa foi à rude épreuve, son corps à rude épreuve. On fait un pèlerinage aussi un peu pour souffrir, parce qu'on veut un peu rentrer dans la voie du Christ par la souffrance. C'est quelque chose de très catholique de souffrir pour se rapprocher du Christ. Et ensemble, en communauté. Et ensemble en communauté, avec cet esprit de communion, de prière, de discussion, aller à la rencontre de l'inconnu, c'est très chouette. Okay. Pour toutes ces raisons-là. Et après, 2 semaines plus tard, j'ai fait 3 jours dans le Jura, là j'en reviens. Génial. Simplement génial. J'adore la Franche-Comté de plus en plus. Dès que j'y vais, j'aime de plus en plus la Franche-Comté. Alors on m'a dit que la crête du Jura, le sommet du Jura, c'est plutôt dans l'Ain. Ouais, je m'en fous, 90% c'est dans la Franche-Comté, donc on va considérer ça comme la Franche-Comté. C'était magnifique, t'arrives, t'as tout ouvert sur la Suisse, tu vois le lac Léman, tu vois le Mont Blanc, c'est d'une beauté incroyable. Ah bon? Le lac Léman? Ouais. Ah d'accord. Vraiment, c'est quelque chose de fou. Tu montes en haut du Jura, t'as le lac Léman, t'as l'impression qu'il a 2 km. T'as ouais? Il est proche, ouais. Tu sais, tu vois le trait, enfin le gros jet à Genève, là, t'as un gros jet d'eau à Genève qui monte, je crois, à 45 mètres d'eau. Ah, t'étais vraiment au sud alors de... Oui, t'es vraiment au sud. Ouais, tout à fait. Ouais. J'étais en même temps dans le Jura, en même temps que toi, quasiment. Sauf que moi, j'ai fait que des barbecues, quoi. Donc, moi, j'ai fait de la souffrance. J'ai fait de la souffrance une fois de plus. En plus, on est allé randonner à 35 degrés sous les crêtes. Ouais. Pas un pet d'ombre. Mais ça l'a fait. Très bon moment. Pareil, j'aime beaucoup dans la randonnée. C'est ce côté se mettre au défi, se mettre un peu dans la souffrance, se mettre dans la contrainte physique. Et une fois que tu arrives quelque part, tu arrives à ton point, qu'est-ce que t'as une décharge de dopamine là, tu dis putain, j'étais content de le faire. T'as très bien lancé le truc, on va parler d'actualité, un sujet d'actualité qui nous a un petit peu vexé. Quand on parlait de la France qui n'aide pas ses terroirs, on a l'Union européenne qui a décidé de verser 125 millions d'euros, je crois, d'aide pour 15 millions. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour l'aide à la diversité. Alors c'est l'Union européenne qui verse 15 millions d'euros aux vignobles sud-africains pour lui donner, pour qu'il y ait plus d'inclusivité ou voilà. Donc je ne sais pas pourquoi l'Europe donne de l'argent à l'Afrique du Sud. Ça déjà, c'est le premier. Je ne comprends vraiment pas. Et en fait, ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est en dehors de ça, parce que là, c'est en dehors de toute logique, c'est en plus de savoir qu'il y a en ce moment des viticulteurs qui vivent en France une période très très compliquée. J'étais dans le Bordelais, là dans le château où j'étais. Bordeaux, c'est une hécatombe depuis 4-5 ans. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui travaillent très dur. Et il faut les soutenir. Et quand ils voient ce genre de... Parce que 15 millions, on pourrait sauver des domaines comme ça. Tu sauves des domaines, mais évidemment. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais même si limite c'est en Pologne ou en Italie, au moins c'est de l'Union européenne. Ça reste. Et en fait, de se dire que ça a traversé la moitié du globe pour aller aider des gens, alors que nous, on a des viticulteurs qui se suicident, des vignerons qui se suicident. Franchement, est-ce qu'à un moment, ils font pas exprès? Est-ce qu'à un moment, ils font pas exprès? Parce que en fait, quand tu es vigneron et que tu te lèves tous les jours et que tu as cette actualité qui tombe, mais tu deviens fou. Tu deviens fou. Parce que même 15 millions d'euros, c'est à mourir. Imagine 15 millions d'euros, on ne le met pas pour aider un domaine, mais on le met par exemple dans les vins d'Alsace, mais pour faire la promotion des vins d'Alsace dans son entièreté, donc faire de la promotion, de la pub, ou bien aider les chercheurs. Parce qu'on est quand même dans un climat qui évolue. Les cépages qu'on fait aujourd'hui, ce ne seront pas les mêmes dans 15 ans. Bien sûr. Pourquoi est-ce que ces 15 millions-là n'aideraient pas à faire des tests de nouveaux cépages sur différents terroirs, analyser, et comme ça, les gens qui s'installent, ou les jeunes générations, non, mais de toute façon, il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire avant de donner de l'argent à des gens qui sont à, je sais pas, 30 000 ou 40 000. Mais qui ne sont pas de l'Union européenne. Enfin, je comprends pas. Donc c'est vrai que cette news a fait un peu... je l'ai partagé en story là sur Instagram, et elle a vraiment survolté les gens qui comprennent pas en fait. Les vignerons ne comprennent pas. Mon audience là, pareil, j'ai reçu plein de messages de gens qui vraiment en ont marre, quoi. Et là, à un moment, soit on va soutenir notre filière, notamment dans le Bordelais, là où ils sont en train d'arracher 30% de leurs vignes, où il y a des domaines qui sont en train de mourir, des domaines qui ont 2, 3, 4, 5 générations, soit à un moment, l'argent part, c'est Nicolas qui paye. Comment soutient les filières? En allant, par exemple, chez votre caviste préféré. Là, on y va, là, un petit vin de France. À la source. Sud de France, Bourgogne.
les Bordelais, on va ici, les vins alsaciens, le vin du Rhône, on a de la chance, il y a un panel de vins français ici qui est assez incroyable. Ouais. Souvent dans les cavistes, c'est d'une très à la mode de proposer des vins du monde. Ouais, on en parlait avec lui. Alors il le fait aussi évidemment, hein, quand on en parlait, mais il a à cœur de faire beaucoup de vins français. Putain, mais quand tu vois cette bouteille... La fête des rois le roi bœuf. C'est la fête des bœufs de Baza, ouais. Elle est magnifique cette bouteille, elle est folle. Ouais, magnifique. C'est génial. J'ai envie de la boire. Tu vois, il est beaucoup trop tôt le matin, mais je vois l'étiquette de Grand Seigneur. Magnifique. J'ai commencé à boire du rouge avec ce vin-là. Là. C'est vrai? Ouais, il y a quelques années, ouais. Ah, c'est un des premiers rouges que j'ai acheté au début, et c'était beaucoup pour l'étiquette et il me plaisait beaucoup au goût. Est-ce qu'on négociera pas la bouteille là? Et non, attends, c'est un truc du sud-ouest, ça arrache. Hein. Combien de degrés? 14 degrés, on va reposer. Non, mais c'est très énervant. Voilà. Oui, c'est énervant, mais comme on dit, buvez un canon, sauvez un vigneron, c'est ça? Oui, et évitez de donner de l'argent au monde entier. Faites-le si vous voulez, mais donnez pas tout votre fric au monde entier. Voilà, on privilégie toujours les acteurs français. Bien sûr. Bien sûr. Et même pour les consommateurs, on le dit encore une fois, toi tu le dis beaucoup sur ta chaîne, consommer français, consommer local, très très important. Et ça, il faut le marteler tous les jours. Des fois, c'est des petits gestes du quotidien. C'est des fois une affaire aussi de prix, certes, mais on peut mettre de temps en temps quelque chose en plus. Le vin espagnol ou italien, c'est le même prix. Ils font des super trucs, tu vois, c'est même pas le débat. Hein. Il y a des vins géorgiens, slovènes, il y a des trucs géniaux. Mais 95% de ce que vous consommez, ça doit être, notamment sur les vins, là on parle de vin, ça doit être français. Tu vois, franchement, de temps en temps, un petit vin. Parce que si les Français ne consomment pas de vin, putain, qui va consommer du vin? À part les 3 Chinois qui boivent du Bordeaux. Et ils commencent à planter, hein. Ils commencent à bien planter et ils ont un grand pays avec plein de terroirs différents. Donc d'ici 20-30 ans, ils auront aussi des bons vins, comme ils ont fait en Californie. Hein. En Californie, dans les années 90, ils ont planté et maintenant ils ont des très très bons vins aussi. Et maintenant, les Américains, je crois qu'ils consommaient 90% de vin français. Maintenant, c'est 90% de vin américain. Donc, alors il faut vérifier les stats, hein, mais en gros, c'est ça. À un moment, ils ont dit on va consommer américain et ils l'ont fait. Ils ont planté et ils consomment. Il ne faut pas que ça disparaisse. En parlant de disparition, un métier qui a disparu et un métier qu'on aime beaucoup tous les deux. Un métier de shlitter. Pas mal de transition, hein. Pas mal. Là, même moi, là, je suis épaté. Ouais. T'es choqué. Ah, vraiment, t'avais ça en sous-marin. On va parler des schlitters. Est-ce que vous connaissez le métier de la schlitt? On va mettre peut-être des petites images, la schlitterie. La schlitterie jamais finie. Ça peut être un slogan, ça. Ça peut être un t-shirt, tu sais, des t-shirts de beauf. Explique ce que c'est. Alors, la schlitt, c'est un métier qui est dans le bois. Quand un bûcheron coupe un arbre, l'arbre ne devrait pas le laisser haut à la montagne, il faut bien descendre le bois. Et à l'époque, comment on descendait le bois? Avec des schlitts. Une schlitt, c'est une luge, globalement, une très grande luge sur laquelle on met des centaines de kilos de bois. Ouais, je crois que c'est entre 100 et 300. Ouais, c'est ça, ouais, quand même un truc de costaud, dans des pentes qui descendent à bien 30-40 degrés. Ouais. Et en fait, la schlitt, donc c'est cette grande luge, et t'as des mecs. Ça se fait encore aujourd'hui, mais très très rarement. Ouais, pour c'est un peu plus folklorique. Et faut quand même dire que c'est que dans les Vosges. C'est peut-être en tout cas, moi je connais pas. Ça doit exister encore peut-être. Le nom schlitt, en tout cas, c'est vosgien. Quoi. La schlitt, ouais, c'est vosgien. C'est vraiment vosgien, la schlitt, parce que la schlitt en alsacien, ça veut dire la luge, globalement. Et en fait, ces mecs-là, ils ont 200-300 kilos de bois dans leur dos, avec une pente qui descend à 30 degrés, et ils descendent le bois comme ça. Il y a des marches. Ils font des marches un peu improvisées avec des restes de bois qu'ils vont pas prendre. Et putain, je pense que les mecs ont des mollets comme des jambons de Port Noir de Bigorre, tu vois, vraiment c'est le truc. Moi j'en avais dans ma famille à l'époque, et donc j'ai des photos comme ça où ils sont avec la schlitt derrière, le chapeau, la chemise, tac, et en fait ils descendent, tac, tac. Et donc ils descendent, c'est comme si vous descendez en fait un escalier, mais sauf avec 200 kilos qui poussent dans le dos, et en fait avec la force des cuisses, avec la force des cuisses, ils arrivent à descendre, mais petit à petit, donc ils descendaient tout le bois comme ça à l'époque. Parfois petit à petit, ou parfois même, tu dis petit à petit, et les mecs vont vite. Hein. Il y a des mecs qui sont très bons, ils vont très vite en schlitt. Hein. Ouais. Putain, mais attends, en fait, il descend comme ça, tu te descendais avec ton sac à dos. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Bon, après, ils avaient une fâcheuse tendance à 40 ans à être. Après, bon, à 40 ans, ils ont le dos à 90 degrés. Les genoux, tout était foutu. Tout était foutu, ça c'est sûr. En fin de vie, ils sont. On peut pas non plus rembourser ça. Non. Mais c'est quelque chose qui est incroyable. C'est un métier. Alors, des fois, on parle justement des métiers qui n'existent plus. Et c'est un métier qui existe encore il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais ça, vaut mieux que ça n'existe plus. Mais ça, je suis d'accord. C'est bien qu'il y ait la modernité. C'est très bien qu'il y ait la technologie. Parce que
il y a le romantisme de loin, mais c'est un carnage. Les mecs à l'époque, et des fois ils se faisaient écraser par leur schlitt, des accidents de schlitt où les gars ils étaient fatigués, où ils trébuchaient, et puis en fait c'est les 200 ou 300 kilos qui vous passent tombent sur la gueule, quoi. Et il y avait des accidents. Et il y a d'ailleurs un film qui est assez connu là-dessus, des années 70-80, plus 70 d'ailleurs, avec Bourvil et Lino Ventura, qui s'appelle Les Grandes Gueules, je crois. Ouais. Et ça se passe dans les Vosges, et c'est justement une histoire autour de la schlitt. Donc ça peut être aussi intéressant. Film à voir, j'ai jamais vu. Ouais. Et en fait, en plus, c'est pas le film de série B un peu pourri. C'est pas un documentaire sur la schlitt. C'est peut-être pas le Bourvil qui fait « Ah la petite non !» Voilà. C'est un peu plus sérieux, quoi. Ouais, c'est un film sérieux, où même Bourvil, il a un rôle plus dur, quoi. Je me rends compte que mon imitation de Bourvil était catastrophique. Ouais, mais en fait, c'était une imitation. Non, mais non. Je gire un marché moins bien maintenant. D'accord, j'avais pas compris. Mais c'était bien. C'était un peu, j'ai osé, mais pas trop. Donc, en fait, soit tu vas à fond, soit tu fermes ta gueule. J'ai pas su choisir. Écoute, il faut essayer. C'est pour ça que je me suis rattrapé. Le cours Florent en plus. Le cours Florian. Le cours Florian. Donc en fait, il y a un film qui est bien là-dessus. À regarder, les grandes gueules, si je me trompe pas. En tout cas, Bourvil avec Lino Ventura. Mais si on n'a pas la flemme, on va mettre quelques photos au montage pour montrer les cheaters. Et si on a la flemme, après le podcast, vous allez sur votre petit téléphone ou sur l'ordinateur, vous écrivez Schlitt. S-C-H-L-I-T. Schlitt. La Schlitt. Ouais, dans le doute, Google, il n'y a pas mes trucs qui s'appellent Schlitt. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas mes trucs qui s'appellent Schlitt, pas compliqué. Et c'est vrai que dans ce podcast, on va aussi vous parler de choses d'un peu d'antan, des choses qu'on a connues par nos grands-parents, arrière-grands-parents, des choses qu'on trouve très belles et qui ont disparu. Bon, après, c'est sûr que quelqu'un qui se fait écraser par 200 kg de bois, c'est pas très beau, mais la pratique en soi, elle est vraiment très noble. Ça fait partie de ce qu'il y avait à l'époque, de se rendre compte aussi de la dureté de la vie à l'époque, comme d'autres métiers qui étaient aussi très difficiles. Fallait gagner sa croûte en cassant sa croûte, quoi. Oui. Ça, mais c'est quand même un métier là, que j'aimerais bien essayer, donc ce métier de schlitt, parce qu'il y a des fêtes de la schlitt tous les ans. Ouais. Je crois que cette année, c'est déjà passé, j'étais pas là malheureusement. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien essayer, juste pour vous dire, même avec 50-60 kilos déjà, ça doit être pas mal. Et je pense que c'est déjà comme c'est sur les cuisses, je pense que tu peux faire... je pense qu'une centaine de kilos, c'est faisable. Mais en fait, faut avoir une bonne technique, quoi. Faut pas se latter, quoi. Parce que si d'un coup, tu oublies d'avancer avec le pied et que tu as le truc qui te passe dessus... T'as le genou qui... Oh là là, mon Dieu. Non, mais je pense qu'il devait avoir des accidents, mais ignobles. Ignobles. Bon. En parlant de choses faisables, nouvelle transition. Un potager chez soi, c'est faisable, tout le monde peut le faire. Et je suis en train de le prouver. Parce que je suis en train de faire un petit potager chez moi. T'es un paysan, toi, t'es en train de le prouver, évidemment. Oui, mais d'accord. Moi, j'ai ma femme qui fait crever les cactus, donc tout le monde n'arrive pas à faire ça. Mais oui, donc t'as planté des tomates. J'ai planté des tomates cette année, je m'y suis enfin essayé, parce que j'en ai marre de manger des mauvaises tomates. Des mauvaises tomates. Le problème, c'est que la meilleure tomate que tu puisses manger, c'est la tomate qui vient d'être coupée dans le jardin. Et ça, mais alors, il n'y a pas photo. Même des très bonnes tomates, de très bons maraîchers qui font du très bon travail, elle va être bonne. Mais la tomate que tu as pris là, avant d'aller manger, tu as cueilli, tu la coupes, elle a un goût. Mais c'est quelque chose que tu ne retrouves nulle part. Et je me suis dit, c'est dommage de n'avoir ça que quand j'ai chez le grand-père ou la grand-mère. J'aimerais aussi ça chez moi. Les tomates, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Les tomates, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. J'ai planté une quinzaine de pieds. Parce que oui, je dis n'importe qui, c'est faisable. Oui, chez moi, j'ai de la place. On est dans l'arboriculture, donc forcément, on a de la place. Avec 15 pieds, là, c'est... J'ai enlevé des framboisiers qui étaient en train de crever et j'ai mis à la place les tomates. Mais c'est faisable au sens où chez vous, même si vous êtes dans un appartement, toi, tu étais dans un appartement, tu m'ais dit, et tu avais quand même de la place. J'ai fait 10 ans à Strasbourg et j'avais un petit balcon. Voilà, et on mettait quand même de quoi mettre menthe. À l'époque, je buvais des mojitos, tu vois. À l'époque, je buvais des mojitos, tu vois, quand t'as 22 ans et tu vas en boîte, etc. Tu vois. En fait, je me suis dit, tu sais, je vais planter. Donc, j'ai commencé, en fait, à planter un potager pour faire des mojitos. Tu vois, vraiment. Wow. Et toi, tu te moquer des gens qui boivent du spritz? Je suis passé par beaucoup de choses. Oh putain. Beaucoup de choses. Au niveau gastronomique, j'ai fait la bascule. Attends. Faut que je boive un coup. C'est que de l'eau, attends. Donc en fait, j'ai commencé à faire... C'est que de l'eau, mais j'ai des larmes qui coulent, alors faut que je me réhydrate. J'ai commencé à planter donc, de la menthe, après tomates. Et après, j'avais fait même des cornichons, je sais pas pourquoi. Et en fait, tout ce qui tournait autour de l'apéro, tu vois.
Et après, tu peux aller plus loin. Ouais, si quand tu as un peu de place, si tu fais des patates. T'as essayé un arbre à patates, saucisson et ça n'a pas réussi, quoi. Malheureusement, non. Un arbre à Ça, on saucisson. l'a pas inventé. Mais non, ouais. Donc, tu as planté 15 pieds. Donc là, tu as fait Donc quand ouais, j'ai même un planté truc, 15 pieds un et truc vous bien. avez été nombreux, c'est pour ça qu'on en parle aussi sur le podcast. On va vous donner de temps en temps des petites astuces de vie, des petits trucs comme ça, sympathiques et un peu axés sur la campagne, la ruralité, mais qui est faisable n'importe où. Et sincèrement, c'est un petit bac. En général, tous les appartements ont un petit balcon. Ouais, mais Le minimum, pas besoin d'avoir un rooftop ou une terrasse gigantesque, un petit balcon. J'ai aussi planté moi chez moi, juste dans des pots, pareil des aromatiques, des choses comme ça, parce que j'en ai marre de devoir acheter des aromatiques dans des pots en grande surface, qui sont des aromatiques qui sont franchement faits avec le cul, on va le dire, avec la taxe. T'as tout sauf les aromatiques dedans. Ouais. Et donc c'est vraiment faisable chez soi. Ça prend un petit peu de temps, mais allez, tous les jours, tu regardes un peu comment ça se passe. Vous avez beaucoup d'applications aussi sur les plantes. Il suffit de scanner sa plante. Je vous laisserai regarder, il y en a plusieurs sur le marché. Il suffit de scanner sa plante pour savoir exactement ce qu'elle a comme maladie, ce dont elle a besoin en fonction de la couleur des feuilles, de la forme des feuilles. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable. On fait des choses vraiment géniales. Et pas besoin d'avoir un almanach gigantesque sur toutes les plantes. Quoique, je trouve que les almanachs et les grands livres sur le potager, ça a toujours son charme. C'est toujours bien d'avoir quelque chose de physique. Oui. Je trouve ça pas mal. Après, c'est surtout l'expérience. Faut commencer petit. Et voilà, faut faire. En fait, il n'y a pas de secret. C'est pas d'un coup, il faut se prendre 30 mètres carrés et faire son potager. C'est quelques bacs, quelques trucs. Et puis au fur et à mesure, tu dis, j'ai envie de faire ça. Maintenant, j'ai envie de faire une autre plante, d'autres légumes. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec les tomates et les poivrons. Alors, les poivrons, c'est une catastrophe. Je me les fais bouffer par les limaces. J'ai beau tout essayer. Non, on m'a dit, alors une astuce qui est géniale et je l'ai essayé et j'y croyais pas. J'ai mis un tupperware ou un petit bac plastique. Renversé là ? Pas en renversé, que j'ai mis dans le sol. Donc j'ai fait un petit trou pour mettre à la surface mon bac en plastique. J'ai mis de la bière. Mettez n'importe quelle bière, il n'y a pas de. Mettez une bière de merde. On va pas citer de marque du coup. Heineken. Heineken, voilà, ensuite on s'en branle. Vous remplissez votre bac de bière. Je te promets que le lendemain, t'as 20 limaces noyées dans ton bac de bière. Et tu peux en faire quoi, ces limaces ? Il n'y a rien à faire en fait. Bah non, tu les jettes. C'est dommage. C'est dommage, mais de toute façon, les limaces, c'est un truc invasif, il y en a beaucoup trop. C'est pas comme si c'était des espèces protégées. Donc voilà, vous amusez pas à niquer toute la faune et la flore dans un endroit où vous êtes. Mais quand même, les limaces, il y en a énormément. C'est l'ennemi de tous les potagers. Mais en tout cas, tu as commencé à faire ça. J'ai commencé à faire peut-être que tu le documentes et que tu envoies des petites astuces de temps en temps. C'est ça, mais mes petites astuces que je peux vous donner, c'est celle-là, la technique de la bière, ou bien de la boîte d'œufs renversée avec quelques feuilles de laitue, comme ça les limaces vont plutôt aller bouffer les laitues que vous en foutez dans la boîte à œufs, et après vous pouvez plus facilement les prendre et les dégager. Faites-en ce que vous voulez, tuez-les pas, ça c'est votre bonne âme et conscience, comme ça qu'on dit. Mais autre astuce, n'oubliez pas de les arroser. Ça peut paraître très bête, mais quand on n'a pas l'habitude d'avoir un potager... Arroser les limaces. non, arroser les plants, évidemment. Ça, c'est la base. Mais c'est la base, mais non, mais je le dis parce que ça m'arrive d'oublier. J'ai pas l'habitude d'avoir les plants de tomates, du coup, tu sais, t'oublies. Oui, j'ai vu que tu fais ton malin, mais tu les as laissés crever en fait, tes tomates. Ah non. Mais non. Je fais ce qu'on appelle. J'ai vu quand même qu'elles avaient. Je fais ce qu'on appelle le stress hydrique. Oui, mon petit monsieur. Le stress hydrique, c'est quoi ? C'est dans période de canicule ou de forte chaleur, on ne les arrose pas. Comme ça, elles crèvent. Comme ça, elles crèvent pas. Mais elles mémorisent le fait que quand elles ont de la flotte, il est important qu'elles gardent la flotte et pas qu'elles consomment tout d'un coup, parce qu'il peut y avoir des périodes de chaleur plus fortes que d'autres. Et donc, ça apprend à ta plante à ne pas consommer toute sa flotte en une journée ou 2 journées. Quel mytho. Non mais vraiment, c'est véridique. Alors ça, c'est quand même parce que tu as commencé en disant j'ai oublié de les arroser, après tu fais ton malin, tu dis non mais je les ai mis en stress hydrique. Voilà. Sans le vouloir. Non mais attends. Jardiland 0 sur 20. Les plus grandes recettes, elles sont pas faites en faisant exprès. C'est parce qu'il y en a qui avait un bide un petit peu trop gros. Un génie du potager. Il s'est tourné, il a fait oh putain le persil qui allait dans la sauce. Et en fait, il a fait une sauce incroyable, tu vois. Tu vois, ce gros cuisinier du XVIe siècle avec un bide gigantesque parce qu'il goûte toutes les sauces. Et en fait, il se tourne, avec son gros bide comme ça, il renverse, il renverse de l'estragon et du fenouil dans sa recette. Et ben en fait, il a créé un classique. Un classique. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec mes tomates. T'es un génie. Je suis un génie des tomates. T'es un génie. Voilà. Prochain génie de la tomate. Je voulais parler d'une petite chose. De son slip. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors,
Ça, c'est l'objet de la semaine. Je pense que je vais faire une chronique chaque semaine, comme Pierre Bellemare ou je ne sais plus comment il s'appelait, ceux qui viennent à la télé, là, ou Jean-Pierre Coff. Pierre Bellemare, c'est des crimes, donc ça n'a rien à voir. Si, Bellemare, il a commencé avec Quoi à mettre des inventions à la télé. Des inventions? Le premier qui mettait, je sais pas, le couteau pour le couteau l'économe, couteau fourchette. Voilà, il a commencé là-dessus. C'est légendaire, ça. Pierre Bellemare. Bellemare, il a tout fait à la télé, tout. Et donc, évidemment, je vais suivre son sillon en bien moins glorieux, mais en tout cas, je voulais parler d'une chose qui est 100% française, qui est dans nos traditions depuis des siècles et qui est, je pense, dans le quotidien des Français, évidemment, à table, mais qu'on a... on n'a plus trop l'autorisation d'en avoir un maintenant dans la rue, malheureusement, mais ce petit couteau qui vient de chez Terre de France, en plus. Petit couteau pliable. Donc ça c'est vraiment, pour moi, la culture française. C'est fait à Thiers, en Auvergne, donc ça, c'est le berceau de la coutellerie française. Il y a le petit coq dessus, il y a le petit village, et ça fait vraiment partie de notre ADN. Chaque Français, à l'époque, avait... Hop, il sortait l'opinel, il coupait... son bout de pain, il tartait sa rillette. Mais ça, tu vois, c'est ce que j'ai vécu pendant le pèlerinage et pendant ma randonnée. Ah ouais. Quand t'as pas de couteau de poche, t'es comme un con. Ouais. T'es vraiment comme un con. Et pour n'importe quoi. Hein. J'avais quand même un beau couteau, moi. J'ai un beau couteau un peu plus gros que le tien. On va dire qu'il est un petit peu plus ambitieux. Un sale gros couteau. Et ce gros couteau, j'en avais marre. Je voulais me faire un bâton de marche. J'ai pris un arbre assez jeune. J'ai taillé l'arbre. Ouais. Et avec l'arbre, j'ai fait un bâton de marche, quoi. Ouais, mais de toute façon, tu fais tout avec ça. Mais bien sûr, mais surtout pour bouffer, là. À midi, j'avais un morceau de pain, comme forcément, on était dans le Jura, j'ai pris du pain, j'ai pris du gros morceau de comté et un petit filet mignon fumé, là. Qu'est-ce que c'est bon, ça. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Attends, tu vas partout, là. Je vais partout, mais Mais bref, tout ça, j'étais content de sortir mon petit couteau. Et exactement. Des petits morceaux de pain, petits morceaux de charcuterie de fromage, ça, génial. Il faut... pour moi, que chacun ait un couteau, on va dire, de l'artisanat français. Il y a plein de forgerons qui travaillent très très bien. On est un des pays de la coutellerie. Il faut faire vivre cette coutellerie toujours. Et pourquoi c'est à Thiers que le couteau c'est le berceau du couteau à Thiers? Qu'est-ce qui a fait que cette vallée... Alors là, je pourrais pas te donner l'histoire comme ça, mais je sais qu'il y a tout ce qu'il faut évidemment dans le coin en termes de ressources, et il y a un cours d'eau aussi avec des genres de cascades, parce qu'il faut en fait de l'hydro... De l'hydropuissance. De l'hydropuissance, c'est quoi? Tu vois, il faut des moulins à eau pour activer des moulins. Et puis à Thiers, qu'il y a de l'eau en France, quoi. C'est pour ça que c'est bizarre, je sais pas pourquoi. C'est à Thiers et à l'Aïeul aussi. Et en fait, c'est resté des bassins vraiment de coutellerie, mais c'est assez récent. C'est-à-dire que ça, c'est au 19e siècle. Avant, tout le monde faisait des couteaux partout. Et après, ça s'est figé, je pense, avec l'industrialisation, où là, il y a eu des grosses sociétés, enfin, de 50 personnes, 60 personnes. Il y a une qui s'implantait là et ça... Ouais, il y a eu des traditions, pourquoi il y a des bâtons, tu vois, tu parlais de bâtons de marche, pourquoi il y a une tradition des bâtons de marche près de Bayonne. C'est vrai, tu vois, après, c'est l'histoire qui est comme ça. Ça mérite d'être creusé, mais en tout cas, là, la coutellerie à Thiers, c'est resté quelque chose d'exceptionnel. J'y suis allé il y a quelques années, et il y a des boutiques partout de couteaux. Et ça, il faut le faire vivre vraiment, parce que ça fait partie de l'artisanat français. Faites attention, évidemment, parce qu'on n'a plus le droit... depuis qu'il y a quelques couteaux qui font de... Il y a des couteaux furtifs et des couteaux sauteurs. Un peu comme au foot, quand tu es au CP, il y a le gardien volant. Mais en France, en ce moment, il y a le couteau volant. On ne sait pas trop. Il sort quand personne lui demande de sortir, mais il ne refait qu'à sa tête. Voilà. Donc il y en a qui ne l'utilisent pas forcément pour couper du fromage. Pour couper du fromage ou tartiner des rillettes. Donc c'est un peu dommage. Étui en cuir, coutellerie de Thiers. Moi, je tiens à cet objet présenté parce que ça ira très bien avec ton couteau. C'est un abonné qui m'a envoyé ça et j'étais très reconnaissant qu'il me l'envoie, alors je l'ai juste derrière moi. Oh là. Et c'est vraiment en relation avec le couteau. Hein. Ah ouais? On a fait un matching parfait. Et moi, cette belle planche à découper. Punaise. C'est un abonné, encore une fois, un franc-comtois. Décidément, les francs-comtois, je suis alsacien et pourtant, je suis en train de sucer la Franche-Comté. C'est presque étrange. C'est un mec qui est spécialisé là-dedans. Il s'appelle le Comtot en bois. Il fait des très beaux ouvrages avec du bois français. Tout est fait en France. On est sur de l'artisanat français comme on l'aime.
Et regarde-moi, C'est beau ça. elle est massive. Elle est massive, quoi. Putain, elle pèse combien au moins 3-4 kilos, non? Ouais, je pense pas, je dirais peut-être plutôt 2 kilos, mais 2 kilos pour une planche, c'est déjà pas mal, quoi, ouais. Tu penses c'est 3 kilos déjà? Ah ouais. Ouais, peut-être 3 kilos. Ah, sûr. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on n'a pas, une balance ici, là? Non, Ah, pas de balance. c'est magnifique. Mais elle est belle, hein. Elle a servi déjà. Elle a bien servi déjà. Ça demande de l'entretien. J'ai découvert qu'une planche à découper, ça demande de l'entretien. Eh oui. Ça, je ne savais L'huile pas de du lin. tout. Non, et je suis vraiment fan. Et ça faisait longtemps, j'étais toujours comme un salopard à acheter des planches à découper chez un Suédois, pour pas la citer. Parce que j'étais en mode, oh, on s'en fout, une planche à découper, une planche à découper. Mais Et en fait, t'as une belle planche à découper chez soi. c'est toujours pareil. En fait, c'est génial. Il faut toujours avoir du beau chez soi. Non, mais il faut avoir du beau chez soi, c'est très important. Très Je suis important. tout à fait d'accord. Donc je suis très content que Content en Bois m'ait envoyé cette belle planche. Moi, j'aimerais finir on finit avec le meilleur. Non, non. Ah non, c'est pas ma blague. Ah d'accord. Non, c'est pas ma blague. Mais Blague de Schlumberger. Chaque semaine, on refait la blague de Schlumberger jusqu'à qu'il y ait une seule personne qui la comprenne. un jour, j'ouvrirai un Patreon. Et sur le Patreon, je ferai payer les gens pour qu'ils puissent écouter la blague du Schlumberger. Chaque semaine. C'est la blague la plus longue du monde et qu'est-ce qu'elle est géniale. Ouais. Mais vous la saurez que si un jour je fais un Patreon et que je propose. Bah on l'a en vidéo, donc ouais. C'est vrai qu'on l'a en vidéo. Ouais. Non, je vais les finir. Très important. On Ouais. arrive bientôt à 1h et je pense qu'on arrivera à 1h pile poil, ce sera pas mal. J'aimerais qu'on se raconte tous les deux un souvenir d'enfance lié plus ou moins à la campagne, à la ruralité. Moi, j'ai un souvenir d'enfance dont je t'ai parlé l'autre jour au téléphone. Et je me suis dit, bon, c'est pas forcément lié à la campagne. En même temps, il n'y a qu'un truc comme ça que je vois qui. Attends, je me rappelle plus maintenant, vas-y. Je me rappelle plus. Mais pour moi, c'est plus ou moins campagne parce que ça s'est passé à la campagne. Mais je me suis dit, statistiquement, je pense que c'est le genre de choses qui a plus de chances d'arriver à la campagne chez un Mongol qu'à la ville. Avec le chien? Avec le chien. Oh non. Putain. En fait, tu veux pas finir le truc normalement, tu sais, bonjour, bah merci, bonne journée et tout. Il faut que soit tu fasses une blague bizarre, soit que tu parles de légendes, de zoophiles, quoi. Il faut qu'on parle des légendes. Il faut qu'on parle des légendes. Allez, vas-y. Collège de campagne. Mais j'en parlais parce que tu m'as dit que toi aussi, t'as connu ça. Ouais, mais Et c'est la première fois de ma vie qu'on me dit putain, moi aussi, je connais. Ah ouais bah ouais. Et j'ai jamais connu quelqu'un Ah d'autre. bah ça peut être intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Bah, il y aura peut-être des gens qui... Un copain de collège que je citerai pas, on était je crois en 5e ou en 4e. Il y a un matin, il débarque au collège. En fait, c'est un épisode de South Park, le bordel, je te jure. Et il dit putain, les gars, j'ai essayé un truc, j'ai branlé mon chien. Ah non, mais il l'a dit et tout. Ah, c'est pas une des rumeurs? Ah oui. Ah non, c'est pas des rumeurs, il dit putain, les gars, j'ai branlé mon chien. Non. C'est vrai? Je sais pas si on imagine la dinguerie. Non, mais vraiment, il est venu le matin. Il est venu, mais tout fiero, tu vois. Tout fiero, tu sais, les gars, j'ai branlé mon chien. Ah oui, d'accord, mais moi j'avais des rumeurs de gens et tout, mais toi, là, il y a le mec qui, en fait, à vie, il a décidé d'avoir d'avoir sa vie qui est morte, quoi, l'étiquette. Branleur de chien. Branleur de chien, d'accord. Donc le mec est arrivé, vas-y, raconte. Et, voilà, ouais. Le mec arrive au collège. Fin du collège, début? Ouais, Début quand même, non? je crois que c'est 5e ou 4e. Ouais. Milieu collège. Milieu. On a quoi? On a 14 ans? Ouais. Ouais. Et là, encore en 6e, peut-être t'es un peu un petit, tu comprends pas. Vers la 5e, 4e, tu commences à... Il y a vraiment le truc que je trouve que... Parce que moi, j'ai fait du collège à la campagne et j'ai fait du collège à la ville aussi. C'est pour ça que je parle de ça, parce que j'ai vraiment vu la différence. Et je trouve qu'il y a... Il y a un niveau de mongolisme à la campagne qu'on ne retrouve pas à la ville. Tu sais, il y a peut-être un niveau d'ennui supérieur à la campagne qui fait qu'il y a un mec qui va branler son chien. C'est vrai qu'il y a plus d'interaction avec le monde, je pense, à la campagne. À la ville, c'est un peu... Je pense que c'est un peu plus... il y a moins de choses à voir. Il y a moins de choses à voir, et donc en fait, les gens font moins d'expérience. En fait, ils sont dans leur ville, dans leur appart. Enfin, Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était privé de console ou un truc comme ça? Il se faisait chier chez lui et je sais pas, d'un coup, il voit son chien qui a une gaule. Il se dit attends, est-ce qu'il a une gaule comme moi? Est-ce que c'est un chien, ça se branle? Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais un jour, il arrive et putain, les gars, il est fier, tu vois. Les gars, j'ai branlé mon chien. Et alors, depuis, c'est... Légendaire. Mais bon, pour moi, ce mec-là est légendaire. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est devenu.
Bah, légendaire, ouais. Il y a des trucs plus... Mais c'est légendaire au sens où ça, c'est une anecdote. Ouais. Que je sais qu'un jour, je serai papy. Mes petits-enfants qui ont 10 ans. Oui, bien sûr, c'est un truc que tu racontes. C'est ça. Et peut-être que mes petits-enfants raconteront ça aussi. Bah oui, bien sûr, il faut le raconter aux enfants. C'est brave. Non, mais moi, je pensais que c'était une rumeur parce que j'avais ça aussi dans mon village d'enfance où, je sais pas, enfin, il y a quelqu'un qui avait sorti un truc sur un autre où il disait, il s'est fait son chien. Tu vois, en CM2, en 6e et tout, il disait, bah lui, il a enculé son chien, tu vois. Ah, ça va encore plus loin. Il donnait le nom du chien. Il disait, yo, ouais, viens, hop, comme, et puis hop, et en fait, ça, moi, j'y ai jamais trop cru, tu vois, on rigolait. Et lui, c'était un de mes potes qui avait inventé, enfin, je sais pas s'il a inventé ou quoi. Enculer un chien, c'est quand même compliqué. Théoriquement, c'est, je pense, possible. Ouais, mais là, on est quand même sur un niveau où j'ai vraiment assez envie sexuellement de... Je sais pas, c'est vrai que c'était un mec qui était pas... Parce que là, ça dépasse le niveau de curiosité et de son chien. Je pense que son chien, il y a un côté, il y a un côté où je suis curieux de la vie. Est-ce qu'on va vraiment débattre tu vois, du niveau de bizarrerie des trucs, je sais pas. Mais en tout cas, lui, pendant des années, on disait, ah bah lui, il a enculé son chien, tu vois. Et bah, on n'a jamais de preuves et c'est dégueulasse. Et en fait, je suis là quand... Moi, j'ai déjà recroisé par la suite. C'est chaud. Mais j'ai déjà recroisé par la suite. Et en fait, quand je le voyais, s'oublie pas, ça. Tu étais là, tu dis, ah ça va, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais ça en tête où il a... Alors que... Il n'y a aucune preuve. Il y a juste un de mes potes qui avait inventé un jour de lui, il a enculé son chien parce qu'il avait son chien qui boitait. Ah, c'est pour ça. Ah oui, maintenant je refais le truc. C'est ça qu'il avait un vieux chien là, il avait une patte à l'arrière. Le chien qui traîne la patte, quoi. Et en fait, il l'a tellement répété qu'à la fin, on était 3-4 potes à dire, bah ouais, lui, on son chien. Non, c'est juste. On est horrible au collège, on est affreux. Bon, bah voilà, tu vois, on est 25 ans après et c'est toujours 20 ans après. C'est toujours rigolo. C'est toujours rigolo. En tout cas, le mec, je pense qu'il est même pas au courant de ça, tu vois. Mais il y a entre 5 et 10 personnes sur Terre qui pensent que ce mec-là a enculé son chien. Voilà. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. En tout cas, souvenir d'enfance très rigolo. Vraiment, je trouve ça vraiment très campagne parce que. Alors, autant j'ai vu des gogoles aussi au collège dans la ville. Ouais, je pense qu'il y en a partout. Il y en a partout. Oui. Mais surtout à cet âge-là, je pense qu'il y en a pas mal qui essaient des trucs bizarres. Mais il y a quand même ce truc un peu cassos blanc campagnard qui est un peu plus poussé qu'à la ville. Il y a des mecs, les deux. Ouais, non, je pense qu'il y en a un peu partout, mais c'est vrai qu'à la campagne, il y a plus le truc, l'ambiance rugby, tu vois. Ouais, c'est l'ambiance caca, ouais. Ouais, je pense. Ouais, l'ambiance, je chie dans le sac à dos du gars, quoi. Ouais. Premier degré, c'est arrivé dans mon collège, ça aussi. Ouais. Un type qui a chié dans le sac à dos d'un autre. Ouais, pareil, moi j'avais aussi un pote, il avait chié dans sa main, il l'avait lancé sur d'autres potes à une soirée, et tu te dis, mais enfin, tu vois, à quel moment, quoi. Et à quel moment, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais. Il était connu pour ça, quoi. En fait, pareil, t'es connu pour ça? Ouais, quand il avait trop bu, en fait, il pétait un câble. Mais vraiment, il pétait une durée, mais il fallait qu'il fasse toutes les conneries possibles. Donc une fois, tac, et il a rien dit, il est arrivé et il a lancé. Il l'a loupé, En fait, c'est quoi? T'as envie de lancer un truc sur quelqu'un, tu trouves rien? Non, putain. Bah tu trouves tout, mais tu te dis putain. Non, je pense que c'était à l'inverse. Il avait envie de faire et il s'est dit. Ça fait quoi? Ça fait déjà quelques mois qu'il laisse en tête. Je suis pas assez bourré pour le faire. Mais non, je pense qu'il a pas en tête. Il a rien du tout en tête. Non, vraiment, ça lui vient comme ça et il s'est dit en avant. En avant, gardien. Allons-y. Je me dis allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Si vous passez par là. Bon, je pense que là-dessus, entre les chiens et la scatophilie, entre la zoophilie et la scatophilie, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Je pense que c'était très bien. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de parler de terroir. Eh ben, écoute, une autre blague scatophile la semaine prochaine, ou zoophile. Ou zoophile. On bipera à chaque fois, tu vois, parce que je pense que c'est pas autorisé. Ça ne passe pas, on est en moins de 18 ans tout de suite. Tu clôtures? On peut le clôturer là-dessus. On est quoi? Je pense qu'on est à peu près sur 1 heure là. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Franchement, en tout cas, moi, je me suis bien éclaté à le faire. C'est notre tout premier podcast. Forcément, il y a des petits moments où ça patine encore un petit peu. Ça va être Personne n'est parfait sur le premier jet. Ça, c'est un principe même.
Je pense au caca. Là, parce qu'en fait, tu utilises des mots. Non, pas ça, ouais, justement. Mis à part le lancer olympique, personne n'est parfait. Voilà. Même lui, finalement, parce qu'il a loupé sa cible. Et d'ailleurs, il est devenu lancer de poids aux Jeux Olympiques. Lancer de marteau, la révélation. Il est très connu. Enfin bref, c'était le premier. On vous promet que les prochains seront encore un petit peu plus structurés ou pas. C'était très structuré. C'était quand même très structuré. J'ai quand même fait 2 enchaînements assez incroyables, on peut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu 2-3 enchaînements un peu plus laborieux, certes. C'est vrai. Mais toujours dans la bonne humeur. Mais voilà, pour nous, il est l'heure de prendre l'apéro. C'est l'heure de prendre l'apéro aussi pour vous. C'est un bon apéro, un bon appétit. Si vous êtes en train de bosser aussi, eh ben, bande de couillons, nous va se faire plaisir et vous bossez. Ouais. Mais vous avez raison. Il faut bien qu'il y ait une France qui travaille pour payer nos chers boomers. À la prochaine en tout cas. C'est là-dessus qu'on se quitte. Merci beaucoup. Puis... Salut les Francs, salut les Ripailleurs et à ceux qui nous rejoignent. Ouais, attends, je vais recommencer. On coupera pas, je m'en fiche. Non, salut les Francs, salut les Ripailleurs. Salut direct. Et salut à tous les gens qui nous rejoignent. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.